Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Le gouvernement Talon renonce à l'acquisition de l'avion présidentiel dont il n'est pas assuré de l'état de sécurité. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Des nominations ont été également prononcées. À suivre les explications du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki dans cette édition. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas s'ouvre à la jeunesse béninoise. Une séance de travail tenue ce mercredi entre l'organe consultatif de la jeunesse du Bénin et une délégation du Royaume des Pays-Bas a permis de jeter les bases d'un partenariat fructueux. Et puis embouteillage à Cotonou, l'autre calvaire de la route, le quotidien des habitants de Calavi, Abomey et de Godomey et environ à suivre dans cette édition le magazine de Awa Chérif. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de la Marina, réunion hebdomadaire des ministres ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs nominations ont été prononcées, notamment au ministère des Infrastructures et des Transports et à celui de la Défense nationale. Le Conseil des ministres a par ailleurs renoncé à l'acquisition de l'avion présidentiel dont l'État actuel ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki nous fait le point de quelques décisions prises à l'issue de ce conseil. Il est au micro de Renaud Akapo. Le ministre des Infrastructures et des Transports a présenté au Conseil le rapport d'inspection de l'aéronef présidentiel, inspection de navigabilité qui a été effectuée le 11 mai 2016 par une équipe conjointe de l'Agence nationale de l'aviation civile et des spécialistes de nos forces aériennes en présence du représentant et de l'équipe technique du propriétaire de l'aéronef. À l'issue de l'examen de ce rapport d'inspection et au vu des constats qui ont été relevés, le Conseil des ministres a décidé de renoncer à cette acquisition. Le Conseil des ministres a décidé récemment de lever les postes de contrôle et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il se fait qu'on commence à constater une recrudescence progressive des actes de braquage dans plusieurs localités de notre pays. Les forces de défense et de sécurité ont été instruites par le Conseil des ministres pour faire face à cette situation. Un plan spécial de sécurisation des axes routiers et localités vient ainsi d'être élaboré et ce plan sera déployé dès ce soir. Le Conseil des ministres a décidé de créer une agence de promotion des patrimoines et du développement du tourisme. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative à des ventes de gré à gré effectuées sur le domaine privé de l'État au lieu dit à Djammeroutin dans le 12e arrondissement de Cotonou pour simplifier en face de l'ambassade des États-Unis. Ces ventes ont eu lieu en violation du code foncier et immobilier de notre pays. Et en raison de ces violations, le Conseil des ministres a décidé de faire annuler les ventes de gré à gré ainsi effectuées. Des nominations ont été prononcées par le Conseil des ministres sur proposition du président de la République, sur proposition du ministre délégué chargé de la Défense nationale et sur proposition du ministre des Infrastructures et des Transports. Quittons la Marina pour parler de cette actualité de la réforme institutionnelle. La Convention patriotique des forces de gauche propose un projet de constitution dans l'hypothèse de la révision de la loi fondamentale béninoise du 11 décembre 1990. Le document élaboré pour accompagner la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles a été rendu public mardi au cours d'un point de presse tenu à Cotonou. Une idée du contenu de ce projet de constitution au micro de Patrick Benou et Ibrahim Laouane. De l'État et de la souveraineté. Toutes les langues parlées au Bénin
sont reconnues comme langue officielle d'instruction, d'administration et de justice. L'installation des bases militaires étrangères sur notre territoire et l'appel de forces militaires étrangères dans les conflits internes du pays sont formellement interdites. La double nationalité pour tout candidat aux hautes fonctions électives de l'État, président de la République, député, maire, est interdite à moins d'un renoncement volontaire et définitif à toute autre nationalité, au moins à 5 ans de la date du dépôt de candidature du pouvoir exécutif. Dans ce chapitre, les principes à retenir sont les suivants. Proscrire la double nationalité pour tout candidat à l'élection présidentielle. Limiter les pouvoirs excessifs du président de la République en lui enlevant les pouvoirs de nomination des présidents des institutions de contre-pouvoir telles que le président de la Cour suprême, la RAC, etc. Modifier les dispositions constitutionnelles faisant de la Cour constitutionnelle le garant et l'organisateur réel et essentiel de l'élection présidentielle. Instituer pour que tout candidat à l'élection présidentielle doit être présenté par un parti politique dont il est militant assermenté du pouvoir législatif. Le Parlement de notre pays, outre l'Assemblée nationale, doit avoir une deuxième chambre, celle dite haute chambre appelée la Chambre des nationalités, composée de représentants des autorités traditionnelles et des chefs de région, dignitaires et des rois, chargés d'examiner la conformité des lois votées par les députés de l'Assemblée nationale avec les coutumes positives de notre pays. Adopter le système uninominal pour les élections législatives, communales et locales. Les langues des débats parlementaires sont le français et les langues nationales. L'État prend des dispositions pratiques pour la mise en œuvre de ce droit. Autre actualité, une délégation du Royaume des Pays-Bas séjourne actuellement au Bénin. Elle a tenu ce mercredi une séance de travail avec l'organe consultatif de la jeunesse du Bénin. Objectif, échanger les expériences en vue d'accompagner l'OCJ dans ses activités. Brice Thibozo et Jérôme Mongois pour le point. C'est dans le cadre de l'élaboration du plan d'action multisectoriel 2016-2018 que l'organe consultatif de la jeunesse OCJ a entamé la discussion avec ses partenaires hollandais. C'est une nouvelle coopération qui est en train de vouloir naître avec la jeunesse et directement avec l'organe consultatif de la jeunesse. C'est un honneur pour la jeunesse béninoise d'avoir atteint ce niveau aujourd'hui, sous les auspices bien entendu de l'organe consultatif de la jeunesse. Donc c'est une joie immense pour les jeunes que vous avez constaté, les jeunes béninois qui étaient dans la salle tout à l'heure et qui continuent toujours d'échanger avec les différents membres de la délégation. Les membres de l'OCJ et leurs hôtes se sont éclatés en 6 ateliers de réflexion et d'échange. Et déjà, les partenaires semblent être impactés par l'organisation de l'OCJ. On va évaluer si la coopération qu'on a maintenant peut être intensifiée. Mais c'est un processus de consultation et on verra. Mais l'impression qu'on a maintenant de cette organisation est que c'est une organisation très importante et avec un impact substantiel à la société du Bénin. Donc ça donne une base de coopération. Au cours de leur discussion, les membres de l'OCJ ont tenu à rassurer leurs hôtes des Pays-Bas par rapport à l'affaire PPA 2. Nous avons tenu à les rassurer de ce que la jeunesse béninoise est une jeunesse vertueuse. C'est vrai, ce qui est arrivé, c'est vraiment inattendu, mais pour nous, c'est des incidents qui arrivent et certainement vont se régler parce que je fais foi à nos différentes autorités pour un retour à la stabilité dans nos relations. L'organe consultatif de la jeunesse a pour mission d'œuvrer entre autres à la promotion de la vie associative des jeunes en vue de leur épanouissement et la contribution au développement durable et à la paix. Et cette prouesse réalisée par les organisations estudiantines du Bénin, le Bénin qui abrite la prochaine Assemblée générale de la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique, la CESA, regroupe les étudiants des pays de l'espace UEMOA. Son objectif est de faire le point de la situation éducative dans les pays membres en vue de l'améliorer. Après le congrès de Ouagadougou, Cotonou est prévu pour accueillir la prochaine rencontre. Le porte-parole des organisations estudiantines du Bénin
nous en parle. On le suit. Il a été pris des décisions à Ouagadougou. Nous avons aussi eu à renouveler le bureau continental de la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique. Et c'est justement dans ce cadre que les 3 présidents des organisations estudiantines du Bénin ont réussi à s'insérer dans ce nouveau bureau. L'autre grande décision qui a été prise, c'est que le Bénin accueille du 23 au 28 mai 2016 la prochaine Assemblée générale de la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique. Et c'est justement tous ces points que nous sommes venus faire à Madame la directrice pour solliciter en même temps son appui dans le cadre en vue de bien organiser cette Assemblée générale et de donner une bonne image de notre pays. Une descente dans les rues de Cotonou, embouteillage à Cotonou, un calvaire devenu presque le quotidien des habitants de Calavi, Godomé et environ. Une équipe de la télévision nationale s'est intéressée à la question. Voici le magazine que nous propose Awa Chérif et Ouensessa Sawaïmon. Tenez, l'image de la circulation sur l'axe Cotonou-Calavi. Difficile de se frayer un passage. L'embouteillage dicte sa loi. Un calvaire que vivent chaque matin les habitants de Calavi, Godomé et environ. Quand tu quittes ta maison à 6h, tu es obligé de rentrer à Cotonou à 8h30. Est-ce que c'est sérieux ça? Le nombre d'engins à 2 roues qui se trouvent à Cotonou est très considérable. Le nombre est très considérable. Et les matins pour se rendre au service, c'est toujours pénible. Tous les jours que Dieu fait, l'embouteillage est terrible. Il n'y a pas de jour. Avant, quand il y avait les passages à niveau qui ont fini les travaux, on pensait que ça allait alléger un peu la tâche. Mais ce n'est pas possible. Ou bien on se demande si aujourd'hui il y a plus de véhicules dans la ville de Cotonou tous les jours que Dieu fait. Vous n'avez pas d'heure et vous n'avez pas de jour. À ce périple s'ajoute l'incivisme des 4 roues qui empruntent la piste cyclable, tout comme les motos. Mais on remarque que les véhicules nous encombrent encore, ça fait qu'il y a go-slow partout. Or, nous, on ne peut pas passer par ici, la loi nous interdit de passer par ici. Moi, j'ai déjà dit ça aux agents qui sont là-bas. Au lieu de passer sur l'autre côté de la voie où les véhicules passent, ils préfèrent passer là où nous autres, les cyclistes passent. C'est pas sérieux. Il s'agit de certains conducteurs à 4 et plus de roues qui ne sont pas des riverains, mais pour éviter le bouchon sur la chaussée, viennent encombrer les 2 roues sur le trafic local. Faut-il alors interdire aux voitures l'accès à la piste cyclable? On ne peut pas interdire aux véhicules de venir sur le trafic local. Autrement, c'est leur demander de passer par le ciel pour aller évacuer à leurs occupations. À l'origine du mal, plusieurs causes, entre autres l'accroissement démographique. Tel que c'est conçu, ce n'était pas prévu pour supporter ce nombre-là. Mais normalement, l'État devait anticiper les choses. C'est-à-dire qu'en voulant construire les voies, il a agi pour que dans 10 ans, 15 ans, on puisse supporter ce nombre-là. Si simplement nos feux tricolores marchaient normalement, ils réguleraient en partie la circulation. Ils éviteraient les bouchons, ils éviteraient les accidents et les passages intempestifs où chaque usager de la route peut passer avant son voisin. Si seulement on pouvait gérer convenablement, ne serait-ce que les feux tricolores, on aurait une augmentation de la fluidité de moins 25 à 30%. Une situation qui aurait connu une amélioration si les experts de la sécurité routière avaient été associés aux travaux de la construction des voies. Le CNSA n'est pas associé à la construction des voies. Maintenant, comme on a tellement écrit, on a tellement crié pour dire que normalement, même les panneaux de signalisation, c'est le CNSA qui devait indiquer là où il faut placer les panneaux de signalisation. Maintenant, le CNSA a essayé de constituer, il y a une cellule qu'on appelle CASER, cellule d'autonomie de la sécurité routière. C'est là. Et de temps en temps, nous demandons aux ingénieurs ou bien à ceux qui prennent la construction des voies d'intégrer cette cellule-là au début, dans la construction et à la fin. Embouteillage, une difficulté pour les usagers. Curieusement, ce désagrément offre un avantage. Tout au moins,
il participe à la réduction des accidents. Parce que dès lors qu'il y a bouchon, les gens ne courent plus, ne font plus de la vitesse, alors même que la vitesse constitue à elle seule plus de 60% des cas d'accident. Néanmoins, une réponse audacieuse de la part du gouvernement s'avère indispensable. Le gouvernement qui est là actuellement n'a aucune pression. Il n'a aucune pression. Il n'est pas demandeur d'un deuxième mandat. Donc il doit avoir le courage de prendre certaines décisions. Il y a certaines voies qu'il faut ouvrir nécessairement. Si on le refuse aujourd'hui, on le fera demain. On n'a pas le choix. Il faut augmenter les voies. Il faut créer effectivement un autre pont. Vous voyez, le pont de Fifadji, par exemple, est insuffisant pour répondre à l'engorgement Sika-Toyota-Godomé. En attendant de trouver une solution à la situation, les habitants de Calavi, Godomé et environ continuent leur chemin de croix. On quitte la route pour les hôpitaux, réduire la morbidité et la mortalité infantile en milieu périurbain. C'est l'objectif du projet WASH+, mis en œuvre par l'ABMS et financé par l'USAID. Les acquis et réalisations de ce projet ont été présentés aux populations bénéficiaires au cours d'une cérémonie de clôture ce mercredi à Cotonou. Amandine Aniamboso, Petroni Lokoso. Troisième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, les maladies diarrhéiques sont le fait d'un manque d'hygiène et d'assainissement. La situation est préoccupante, surtout en milieu périurbain. C'est fort de ce constat que l'ABMS met en œuvre depuis 2014 le projet WASH+ à Enagnon et à Bator, deux quartiers de la ville de Cotonou. Dans le cadre de ce projet, l'ABMS, en partenariat avec FHI 360, a développé des activités de communication et de promotion des comportements à travers les mass médias et les visites à domicile. Des messages et supports ont été développés pour impacter les personnes ciblées. Des produits WASH ont été développés et les populations ont été encouragées à les utiliser. Les efforts que nous avons commencés très modestement, un effort pilote, offrent des leçons et des expériences qui doivent servir aux autres de prendre la relève et aller d'avant ensemble, d'aborder et solutionner les problèmes cruciaux d'assainissement et d'hygiène et qui assurera la santé et le bien-être de nos amis voisins et de nous-mêmes. 1 an et demi d'action sur le terrain et on note déjà un changement de comportement au sein de la population pour le bonheur des autorités locales et du gouvernement. C'est le lieu de témoigner toute la gratitude du conseil municipal à l'USAID qui a accepté à encourager les activités en faveur de la santé des populations de Cotonou et plus précisément des quartiers Agbator et Enagnon. Nous étions convaincus que sa mise en œuvre permettra de toucher les ménages ciblés et d'améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les quartiers Agbator et Enagnon. C'est un début de changement et je m'en réjouis. Déjà, sans oublier d'exhorter tous les acteurs à ne pas arrêter de si bons chemins. Les mères modèles et les écoles amies de WASH sélectionnées dans le cadre des activités du projet ont été distinguées au cours de la cérémonie de clôture du projet. Dernier sujet de cette édition, diminuer, voire éliminer les barrières qui entravent le commerce inter-État. C'est l'objectif du projet Bordelais qui organise la 5e conférence au Bénin. En prélude à cet événement, le projet a offert un dîner de presse afin d'expliquer le concept Bordelais. Louis Andlibla. Le projet Bordelais est né d'un constat. La fluidité sur les corridors en Afrique de l'Ouest pose toujours problème. Et le West Africa Trade Hub, qui est un projet de l'USAID, qui soutenait les filières agricoles spécifiques comme le karité et le cajou, le WAT a dit on va mettre un programme en place pour favoriser la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Parce que la réduction de la pauvreté passe par le commerce inter-État.
C'est pourquoi l'initiative est née. Cette année, il y a 3 panels. Le premier panel parle justement de la promotion de l'efficience des ports. Le tout ne suffit pas à avoir des ports hyper équipés, mais il faut que ça soit efficient. Le deuxième panel parle de la lutte, la levée des barrières qui entravent le commerce interrégional. Le troisième panel est lié au financement du commerce et des transports. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le point du Conseil des ministres, à 21h30 un entretien sur le mode d'emploi du programme d'appui aux enfants exclus du système éducatif. À partir de 22h, vous aurez droit à 2 feuilletons, les choix de l'amour, et en nouvelle diffusion, le dernier épisode du feuilleton La fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.